Bonjour. Bienvenue, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes. Je vous rappelle les rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui débutent jeudi. BFM Business sera en direct toute la matinée, toute la journée de vendredi et un morceau du samedi. Et vous avez publié justement La Nouvelle Guerre des monnaies. C'était prémonitoire. Oui, chez Odile Jacob. Parce qu'on a commencé ce travail avec Marc Schwartz il y a 2 ans. Oui. Quand vous sortez un bouquin, au bon moment ou au mauvais moment, c'est plutôt le bon moment. C'est plutôt le bon moment, je vous l'accorde. Avec nous, Christophe Boucher, bonjour. Bonjour Nicolas. Professeur à l'université d'Aix, Je suis obsédé par le cercle des économistes. Paris-Nanterre et directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions. Éric Heyer, bonjour. Bonjour Nicolas. Voilà. Directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Je vais commencer avec vous, Éric. Bon, il y a eu cette note qui a été publiée par un institut dont on parle peu souvent, l'IMIP, qui est piloté par Lionel Fontanier. Je vais juste donner l'état d'esprit, enfin, ce que je comprends de l'état d'esprit. On en parle peu parce qu'il vient à peine de naître, hein, c'est à cause de ça. Hein. Oui, en janvier. Il vient juste d'arriver, oui. En janvier. C'est pour ça qu'on en parle peu, parce qu'il est tout nouveau. Non, mais il y a d'un côté une étude de l'IPP, qui est quand même un institut sérieux, celui qui a fait la lumière sur la réalité des taux d'imposition des ultra-riches, qui a chiffré toutes les rumeurs qu'on entend pour 2026 jusqu'à l'année blanche, par exemple. Parce qu'il y a un moment, ces rumeurs qui sont envoyées comme des ballons d'essai, on va transformer l'essai, et certaines de ces mesures, évidemment, verront le jour. Et alors, voilà, l'IMIP fait toute une série de chiffrages un peu incroyables parce qu'ils arrivent à 485 milliards d'efforts budgétaires en 5 ans. Non, enfin, oui. Mais c'est ça votre question? Non, c'est pas ma question. Non, c'est parce que le 485, moi-même, alors j'ai peut-être pas assez bien regardé cette étude, mais je n'arrive pas à le retrouver, et c'est un peu surdimensionné comme effort. Oui, clairement. On était sur 110, 120, peut-être 180 si on écoute François 150, me semble-t-il. Ouais. Alors, voilà ce que je comprends. Il y a un effort colossal à faire. On va arrêter le chiffrage. Eh bien, on va faire payer les retraités et les chômeurs. Pourquoi les retraités et les chômeurs? Parce qu'ils ont des transferts qui dépendent de leurs anciens revenus. Et que ça évite de creuser les inégalités avec l'idée que ce sont des catégories de population qui, si elles voient leur niveau de vie baisser, seront incitées d'une manière ou d'une autre à essayer de le redresser. Et le redresser probablement en travaillant davantage. Et l'idée également, c'est d'éviter surtout de réduire la consommation publique pour éviter l'effet récessif de la baisse trop rapide des dépenses publiques, de sortir absolument de la logique du rabot qui a été celle de 2025 et de ne surtout pas tailler dans les aides sociales, donc le RSA, l'allocation adulte handicapé, qui pousse les gens, dans ces cas-là, à baisser leur consommation, et ça a un effet récessif sur l'activité. Je comprends, Éric, dans cette histoire qui est inaudible pour les gens, socialement totalement inacceptable. Et je comprends que l'idée est, on a besoin d'économies productives, il faut éviter les effets récessifs de certaines mesures. Donc on vous propose ces 2 mesures-là, parce qu'au moins, on va taper dans une partie de la population qu'on va dire non productive. C'est d'un cynisme total. Oui. Mais j'ai l'impression qu'économiquement, c'est d'une efficacité absolue. Alors ça, on peut toujours en discuter. Mais globalement, d'abord, vous avez raison, quelle est l'ampleur de l'effort qu'il faut faire? Alors c'est vrai qu'il faut rappeler, on a des déficits aujourd'hui qui sont extraordinairement élevés compte tenu de notre cycle économique. C'est-à-dire qu'effectivement, on est quasiment à 6% de déficit en 2024, alors qu'on n'est pas en crise, alors que les autres ont réussi à plutôt la contenir aux alentours de 3,5. Donc effectivement, il y a une singularité française. Donc d'accord. Et si on veut que la dette se stabilise, alors pas à court terme, notre déficit structurel primaire va continuer à être au-dessus de celui qui stabilise la dette. Donc il faut s'attendre à une augmentation, mais il faut faire l'effort dès à présent. Quel est l'effort? Si vous voulez stabiliser la dette, ça c'est intéressant. Et vous voyez, en gros, globalement, il faut voir le court et le moyen terme. Ce que propose le gouvernement et ce qu'il a proposé à Bruxelles dans le PSMT, le programme de stabilité à moyen terme, c'est plutôt aux alentours de 120, 130 milliards. Ça dépend, c'est en point de PIB. Et ça dépend la valeur du point de PIB. Mais allez, c'est aux alentours de 120, 130 points de PIB. Est-ce que ça... 130 milliards, oui. 130 milliards, pardon. Oui, et donc, est-ce que ça stabilise la dette? Oui, à moyen terme, mais à un niveau élevé. C'est-à-dire qu'on aura une augmentation encore de la dette qui va frôler les 120 points de PIB et ensuite se stabiliser. Et ensuite, si vous continuez le trait, c'est-à-dire qu'ensuite vous faites des impulsions budgétaires neutres, c'est-à-dire vous ne faites pas ni d'austérité ni de relance, ça va baisser jusqu'à 90. Donc, vous voyez, l'effort que vous demandez aujourd'hui, vous allez avoir une réduction de la dette, si vous faites ça, à 90 points de PIB, aux alentours de 2045-2050. Vous voyez, parce qu'une fois que vous avez fait les efforts, ça y est, c'est enclenché. Donc, vous voyez, si vous mettez 485 milliards, c'est-à-dire quasiment 3 fois plus en 5 ans, en 5 ans, ça veut dire que vous avez un objectif de dette
à terme, d'accord, qui est aux alentours de 60. Est-ce que c'est raisonnable de le faire? Et surtout, ce que doivent nous dire les économistes, donc c'est, attention, ça c'est déraisonnable. Vous voyez, est-ce que c'est 90? Ça on doit discuter. Vous voyez, quand vous voyez que les autres pays sont en train plutôt d'aller vers les 100, tous, y compris l'Allemagne, bon, est-ce que c'est pas 100 la nouvelle borne? Enfin, ça, on doit discuter. Ensuite, et c'est ça qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils disent... Imaginons que ce soit 485 ou 150, quelles sont les meilleures mesures, d'accord, pour y arriver? Alors, ils ont exclu les prélèvements obligatoires, d'accord, ils ont dit ça sera que sur la dépense publique. Ça, c'est quand même une question sur le diagnostic. Pourquoi on en est là, d'accord? Ça manque dans l'étude. Ils pourraient nous expliquer. Vous voyez, si on est à 6, encore une fois, c'est ce que nous rappelle Gilles Berset au corps. C'est pas la dépense publique qui a dérivé. C'est les recettes qui ont baissé. Quand vous regardez ce que nous dit l'INSEE sur pourquoi on est à 6, c'est parce qu'en point de PIB, on a baissé les recettes alors que la dépense s'est maintenue à 57. Donc, oui, ça manque pour dire OK. Mais ensuite, ce qu'ils nous expliquent, après je laisse la parole, c'est qu'ils nous disent il faut sortir de la logique bismarckienne. Tout ce qui est assurantiel, on l'exclut. Enfin, c'est-à-dire, on réduit le bismarckien et on va vers du beveridgien, allez, on donne une assurance chômage qui est un minimum et la même chose pour tout le monde. C'est un changement de logique. Moi, je veux bien qu'on en discute. C'est radical. Mais vous voyez, c'est les chômeurs, d'accord, on peut dire, bien sûr, personne ne va manifester si on réduit les droits des chômeurs. Mais les chômeurs qui sont indemnisés, ils ont cotisé, d'accord, ils n'ont pas volé cet argent-là. Donc, qu'on leur dise aujourd'hui, tu sais, on va te réduire et on va te donner 700 €, quel que soit ton revenu avant. Ce serait le forfait mensuel proposé. Mais c'est une absurdité sans borne. C'est ce qu'ont fait les Anglais. Oui, c'est ce qu'ont fait les Anglais. OK, mais on n'est pas obligé. Mais en tout cas, il faudra qu'on y revienne parce qu'une assurance chômage, c'est important. C'est de dire, une fois que tu tombes au chômage, il faut que tu puisses continuer à vivre normalement et tu passes ton temps à chercher un emploi. Et si tu dis maintenant à 700 €, mais qu'est-ce que je fais alors que je gagnais 3 à 4 000 €? Ça veut dire qu'il faut que je change d'école les enfants. C'est-à-dire qu'il faut que je change d'appartement. Et donc, je passe un temps infini à ne pas chercher un emploi. Vos réactions avec... Alors, encore une fois, les économistes ne sont pas là pour faire prendre des décisions, mais pour donner des orientations et proposer des choix politiques. Surtout ne pas faire des choses récessives, Christian de Boissieu. Surtout ne pas augmenter les prélèvements, qui, même si on a eu un problème de recettes, sont quand même à un niveau important. Et essayer d'aller là où on pénalisera le moins l'activité. Oui, avec tout le cynisme que ça peut supposer. Tout ça me paraît excessif, pas très crédible. J'ai pas bien compris. D'ailleurs, quand vous dites qu'il n'y a pas d'augmentation des prélèvements... ce qui est en cause, alors c'est dans cette étude ou l'autre parallèle de l'Institut des politiques publiques, ce qui est en cause quand même, c'est par exemple la niche fiscale de 10% des retraités. Ça, c'est pas du prélèvement obligatoire? Si, bien sûr. Bon, on joue sur les mots. C'est-à-dire d'accord, c'est les impôts qui ne disent pas leur nom. Non, mais quand on réduit des niches fiscales ou qu'on les supprime, ça revient à augmenter les prélèvements obligatoires. Alors, sur les dépenses, il y a deux populations qui sont ciblées, surtout... les retraités et les chômeurs. C'est ce que j'ai compris de l'étude. Oui, c'est ça. On ne va pas taper les entreprises, pas taper les actifs, pas taper ceux qui produisent. Alors, il y a derrière, j'imagine, des résultats qui ont été faits sur les multiplicateurs comparés pour essayer de réduire l'effet récessif de tout ça. Moi, je pense quand même, je rejoins Éric, je pense quand même que quand vous réduisez... D'abord, socialement, ça me paraît compliqué et pas justifié d'aller vers une telle réduction des allocations chômage. Sur les retraités, ça fait longtemps qu'ils sont dans le viseur, dans l'œil du cyclone. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bon, est-ce que je peux en dire un mot? Alors, parce qu'il y a une sorte de confusion. Les deux études sortent en même temps. Oui, absolument. Et alors, en même temps, elles ne disent pas la même chose. Mais... Non, mais parfois, ça m'arrive d'imputer à l'une ce qui est dû à l'autre. Mais sur les dépenses publiques, je pense sans doute à l'étude de l'Institut des politiques publiques. Je ne l'ai pas résumé, mais allez-y, oui. Non, mais... Ils ont chiffré toutes les hypothèses. L'année blanche. Oui, 5,7 milliards. C'est le versant paresseux de la gestion des dépenses publiques. Totalement. Paresseux. Ça marche, mais c'est paresseux. L'avantage qu'on peut en tirer dépend du taux d'inflation, puisque finalement, ça revient à dire, si l'inflation est basse, et pour l'instant, elle est basse, alors est-ce qu'elle va le rester, droit de douane de Trump, etc., j'en sais rien, c'est difficile de faire des prévisions d'inflation. Mais si on a une inflation au rythme actuel, les 5 milliards dont vous parlez, je ne suis pas sûr qu'ils résistent avec une inflation qui est aujourd'hui en France inférieure à 1% en rythme annuel. Donc, moi, je veux dire... J'attends quand même, je termine, de ces deux instituts travaillant ensemble ou parallèlement,
qu'on y voit clair sur le problème de l'efficacité des dépenses publiques. Au lieu d'avoir une solution paresseuse qui consiste à dire à l'année blanche, on reconduit tout le budget 2025 sur 2026, qu'on essaye d'y voir clair. Ça fait 20 ans qu'on a ouvert, sans jamais le traiter, le problème de l'efficacité des dépenses publiques. Il n'a jamais été traité. J'entends le terme que vous utilisez sur des propositions paresseuses. Il y a des éléments, effectivement, qui sont assez paresseux, mais qui sont efficaces. L'année blanche, ce n'est pas une bonne solution, mais ça fonctionne. Christophe Bouchet, par rapport à ce qu'on s'est dit depuis le début, pourquoi j'ai retenu ce sujet ? Je me suis dit, ce sont des réflexions d'économistes. Mais je me suis dit, ça a au moins le mérite d'envoyer un peu du lourd. Le sujet est lourd, alors ce ne sera pas 485 milliards d'euros, la facture sera élevée, il va falloir quelqu'un pour la payer, et il faut que ce soit le moins récessif possible. Ouais, alors déjà, sur l'équation, il n'y a pas d'urgence absolue. C'est-à-dire que le ratio dette sur PIB, il a à peu près stabilisé. Et puis, si on le compare historiquement, déjà, on a 20% qui est détenu par la BCE, enfin, par la Banque de France directement. Et donc, cette dette ne coûte rien. Donc, en termes de ratio dette sur PIB... la dette qui est dans le bilan des banques centrales, effectivement, est indolore en termes de prix, de coût. Oui, parce que les coupons versés par l'État lui sont reversés ensuite. C'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment de problème de ratio dette sur PIB. Il n'y a pas vraiment de problème de pression fiscale totale, si tant est qu'on prend en compte le fait qu'il y a le modèle français, c'est quand même que vous passez par l'État. L'État est un intermédiaire pour un tas de dépenses qui, dans d'autres pays, sont privées. On est d'accord. Donc, voilà. C'est la question du salaire différé, oui. Après, on pourrait ouvrir ce débat, mais... Non, alors, on peut débattre de est-ce que l'État est le plus efficace pour gérer ça, mais en tout cas, de manière presque comptable, vous avez les dépenses de santé, d'éducation qui passent par l'État, alors que dans d'autres pays, il faut payer. Je prends un exemple. Si vous êtes jeune cadre et vous bossez à Londres, vous avez tout intérêt à bosser à Londres au début de votre carrière. Dès lors que vous avez des enfants, d'un point de vue financier, vous revenez en France parce que ça coûte trop cher d'avoir la crèche, l'école. Donc ça, c'est la réalité. Donc il faut bien faire attention à la dépense différée ou l'intermédiation publique. Donc, en soi, tous les fantasmes il y a un taux d'imposition très... Alors, je peux comprendre, ceux qui payent le plus d'impôts et qui profitent le moins de ces dépenses se plaignent, c'est logique. Mais sur l'aperçu global, il n'y a pas un problème urgent de dette sur PIB et d'explosion de dette sur PIB. J'entends sur la dette sur PIB, sur les prélèvements obligatoires, ceux, comme vous le dites, qui payent des impôts et qui en payent beaucoup, le vivent assez mal. Et les entreprises qui payent des impôts de production importants le vivent assez mal également. Absolument. Mais après, parce que là, ça donne l'impression qu'on balaye le sujet prélèvement, il n'y a pas de sujet. Il y a quand même un sujet. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de sujet. Je dis au niveau macro, ce qui distingue la France du reste, c'est cette intermédiation publique. D'accord. Voilà. Et après, effectivement, qui fait l'effort de payer pour qui ? Ça, c'est le vrai débat. Et c'est des vrais débats politiques en termes d'intérêt de telle catégorie de la population versus l'autre. Ensuite, ce qu'il y a à faire, c'est de rétablir ce solde en période plutôt haute, conjoncturelle. Il y a à rétablir ce solde primaire. J'en connais un qui m'en a parlé assez souvent, ici présent. Oui. Voilà, c'est solde primaire sur lesquels il faut s'engager. Et bien sûr, on n'est pas très loin d'une présidentielle. Donc là, on arrive avec toutes les offres potentielles de comment on agit, avec quand même l'idée qui est relativement nouvelle historiquement en termes de politique macroéconomique. C'est de faire attention à ce que la rigueur budgétaire n'entraîne pas elle-même la récession qui fait elle-même augmenter le dette sur PIB. C'est à peu près l'idée que je perçois dans le sous-texte de l'étude de l'IMIP. Donc ça, c'est la situation. Comment on va faire pour rétablir le solde primaire ? Il n'y a pas d'urgence, l'effort n'est pas gigantesque. Déjà, Christophe, on n'arrive pas devant l'opinion en leur disant, vous savez, il nous faut un solde primaire positif, parce que déjà avec ça... Mais on est entre économistes. Mais voilà, et donc comment fait-on Attendez, est-ce que je peux... Allez-y, Christian, allez-y. Mais vous avez le droit de prendre la parole. On a le droit, heureusement. Mais je veux dire par là, quand vous dites l'étude part de l'idée qu'on va réduire l'effet récessif, qui est un point important, éviter les cercles vicieux, est-ce que c'est prouvé, ça, dans l'étude ? Si vous baissez massivement vos dépenses publiques, je pense mais je veux dire... mais il faut... C'est là où je reviens sur le truc paresseux. L'effet multiplicateur des différentes dépenses publiques n'est pas le même selon la dépense publique. Oui, mais c'est ça tout. Éric Heyer. C'est ça tout l'intérêt de cette étude. Alors après, tout est discutable en économie et donc on peut y aller. C'est qu'ils disent qu'il y a des multiplicateurs différents selon que la dépense publique est plutôt des transferts et des transferts bismarckiens, plutôt qu'il faut préserver une sorte de dépense publique, ce qui est assez intéressant. Et on peut penser que l'effet multiplicateur sur les retraités n'est pas si fort que ça. Exactement. C'est de l'épargne. Voilà. Exactement. C'est ce qui est dit. Alors peut-être pour Christian, il faudrait refaire des études économétriques pour dire est-ce qu'on en est bien sûr. Je
pense que oui, effectivement, on peut se dire, et c'est assez intéressant de dire, il y a de la dépense publique qui a un fort effet multiplicateur, c'est toutes les dépenses d'investissement, d'éducation, etc. Et donc ça, il faut les préserver, et il vaut mieux. Voilà. Effectivement, ça, c'est assez intéressant, me semble-t-il. Ensuite, moi, je suis très sensible à ce que vient de dire Christophe, c'est-à-dire qu'il faut quand même le rappeler, même si, moi j'ai dit attention, Je sais ce que vous allez dire, Éric, mais allez-y. Non, mais je sais pas si c'est que non, mais il faut arrêter avec cette histoire de il y a le FMI qui est à nos portes. Non, oui, mais c'est ça qui est important. On n'en a pas parlé ça- ce matin. Non, on n'a pas. Non, mais oui, mais c'est ce que dit le gouvernement. C'est un peu ce que j'entendais dans les propos de Christophe. Non, il y a quand même pas l'urgence du FMI. Donc ça veut dire quoi? Bah, Christophe nous disait qu'on n'avait pas aujourd'hui une urgence de ratio. Ah oui. Non, mais Bah, certains donc, mais c'est ça. dans le débat public se Non, positionnent mais comme ça. exactement. attendez, excuse-moi, Eric. Quand Christophe dit « nous sommes un pays particulier parce que l'État est intermédiaire », et derrière, au fond, c'est une manière de justifier les 47%, 46% de prélèvements obligatoires et sociaux, c'est une manière de justifier, c'est pas moi qui le justifie, mais j'entends ce que dit Christophe, c'est une manière de justifier les 56 ou 57% de ratio de dépenses publiques. Ouais, non, enfin moi je suis pas d'accord avec ça. Parce que la question qui est posée derrière, c'est est-ce que l'État est efficace comme intermédiaire ? Et je reviens sur le problème de l'efficacité. Et là, on ouvre un deuxième débat. Oui, mais c'est autre chose. Moi, je veux bien qu'on rouvre le débat de savoir si... autre chose. On s'est posé la question de savoir si, par exemple, d'une manière ou d'une autre, parmi les nouvelles idées qu'on pouvait laisser émerger, la mise en concurrence des systèmes de santé était souhaitable. Non, mais tout de même, pour répondre un peu à Christian, oui, de ce point de vue-là, il est efficace. C'est que du transfert. C'est que je prends à des actifs pour le redonner tout de suite à des inactifs. C'est les retraites. Soit chômeurs, soit retraite. Oui, mais c'est ça le gros de notre dépense publique. Et pourquoi on a des prélèvements obligatoires plus élevés que tout le monde? C'est pas les impôts. C'est pas les impôts, c'est les cotisations sociales. Oui, Et est-ce que l'État est efficace? Oui, globalement, l'État pour prélever et pour redistribuer. D'ailleurs, comment on voit cette efficacité? C'est qu'on passe d'un taux de pauvreté primaire très élevé à un taux de pauvreté sur la redistribution, effectif. Effectivement, oui, mais mais c'est ça qui fait la différence de la France. Non, mais c'est pas la question que je pose. Oui, d'accord. Je pose la question de la quantité et de la qualité des services publics. Oui, d'accord. Mais de ce point de vue-là, ce qui fait la différence, c'est s'il faut être d'accord sur les prélèvements obligatoires, c'est pas les impôts. On n'est pas plus imposé en France qu'ailleurs. Il y a plus de cotisations. C'est ça qui fait la différence. Ça, au niveau macro, mais après, selon les populations, oui, d'accord. Bien entendu, sur l'efficacité pour redistribuer, il n'y a aucun problème. Sur l'efficacité sur la deuxième dépense publique qui est la santé, et là, il y a peut-être des questions à se poser. Oui, mais c'est pas la même chose. Prenez le système américain. Si vous, les Américains payent très... personne ne rêve du système américain. Non, mais voilà, c'est autre chose, c'est un autre débat de savoir. On peut toujours améliorer l'efficacité, mais... Je ne suis pas en train de dire... J'ai choisi de vivre en France, c'est pas aux États-Unis, donc je n'ai pas changé à mon âge. Vous disiez, je reviens à ce qu'on se disait, parce qu'il y a l'efficacité, c'est un sujet, mais là, il y a franchement, j'ai fait la chronique ce matin sur BFM TV là-dessus, je pense que je me suis fait détester par une quantité de gens, j'ai même pas osé regarder les réseaux sociaux pour voir ce qu'on disait de moi, parce que généralement, on a tendance à tuer le messager en s'imaginant qu'on tue le sujet. Mais vous disiez, bon, après, solde primaire, ok, comment faire? Et là, il y a une solution. Alors, attention. Oui, mais alors, attention, je pense que c'est des solutions. C'est-à-dire que quand ils publient leurs notes, alors peut-être que pour faire parler aussi, ils vont dire qu'il faut tout faire en même temps, mais bon, je pense que ça ne se fera pas tout en même temps, c'est pas désirable, etc. Maintenant, malgré tout, le mérite, c'est de poser le débat en disant on va maintenant discuter avec les politiques. Et on peut imaginer que des partis politiques qui ont plutôt un électorat de retraités vont se dire tiens, je vais plutôt prendre cette mesure parce que elle est pas... Voilà, la réalité politique ensuite de qui va défendre ces mesures. Concrètement, le fait d'avoir une mesure sur les chômeurs, une mesure sur les retraités, c'est très cynique. Mais on peut se dire la droite et la gauche s'y retrouvent, chacun va prendre son truc. Mais moi, et la vraie difficulté maintenant, elle est politique. C'est qui va faire le choix. Alors socialement, tout le monde va être mécontent. Enfin, il y aura toujours un des mécontents. Mais maintenant, c'est quel choix de telle mesure pour quelle population. Mais le rôle du politique, moi je me suis occupé du Conseil d'analyse économique avec d'autres, qui est vraiment à la jonction du politique et des économistes. Absolument, oui. Bon, et donc, moi je comprends cette étude comme étant une manière de ratisser large, et à partir de là, le politique, je ne sais pas si c'est le politique ou les partis politiques, mais en tout cas le politique, les responsables, vont faire leur marché éventuellement là-dedans. C'est comme ça que je l'entends, faire son marché, prendre un truc et pas nécessairement à côté. J'imagine que c'est pas tout ou rien, c'est pas de l'algèbre de boules 0 ou 1 comme on disait en mathématiques, c'est faire son marché. L'expérience que j'ai de 10 ans de conseil d'analyse économique, c'est que souvent le marché ne se fait pas tout de suite. Il peut se faire à l'occasion de campagne présidentielle, il peut se faire dans le temps.
Voilà. L'impact de ce genre de travaux, c'est pas dans les 15 jours qu'on va le sentir. On marque une pause. Vous réagirez, Éric. Je vois que vous aviez quelque chose à ajouter. Parce qu'il y a un moment, dans 15 jours, Matignon va nous donner des arbitrages. Ah oui, et là, il y a un moment. Oui, je ne pense pas qu'ils vont arriver avec des explications sur l'objectif, effectivement, de stabiliser le taux d'endettement sur PIB et de nous mettre en solde primaire positif. Mais derrière, les mesures, par contre, il faudra les expliquer, les rendre audibles et socialement acceptables, et alors peut-être politiquement votables. Ça, c'est encore autre chose. Marque une pause. À tout de suite.